Bonjour. L'objectif de cet enseignement est de vous exposer les grands principes de mise en route de la ventilation non invasive, autrement appelée VNI. La VNI est dite non invasive car, contrairement à l'intubation, elle n'est pas connectée aux voies aériennes par l'intermédiaire d'une prothèse endotrachéale. Il est important de garder à l'esprit que la VNI n'est pas une alternative à l'intubation, sauf cas exceptionnel. Au contraire, la VNI est un traitement adjuvant de l'insuffisance respiratoire aiguë. Cela signifie qu'elle vient en complément du traitement habituel avec pour objectif de prévenir l'intubation. La principale indication de la VNI est l'insuffisance respiratoire aiguë des maladies respiratoires chroniques et notamment de la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est la fameuse décompensation de BPCO, mais aussi des syndromes obésité-hypoventilation et des maladies neuromusculaires. L'autre grande indication de la VNI est l'œdème pulmonaire aigu cardiogénique, dont la prise en charge sera discutée dans un autre enseignement. Dans l'insuffisance respiratoire aiguë des BPCO, la VNI a deux principaux effets bénéfiques. Premièrement, la pression téléexpiratoire positive ou PEP compense la PEP intrinsèque résultant de la surdistension inhérente à la BPCO. Cette compensation dispense les muscles inspiratoires de réaliser l'effort nécessaire à vaincre la PEP intrinsèque. Deuxièmement, l'aide inspiratoire assiste les muscles inspiratoires dans la genèse du volume courant. Nous prenons ici en charge un patient BPCO pour une insuffisance respiratoire aiguë. Il existe des signes de détresse respiratoire aiguë, polypnée superficielle, tirage des muscles du cou, inspiration abdominale paradoxale et aussi des signes témoignant d'une hypercapnie, encéphalopathie, sueur et hypertension artérielle. Les gaz du sang montrent une acidose ventilatoire avec une hypercapnie à 55 mm de mercure et un pH à 7,31. Détresse respiratoire aiguë et acidose ventilatoire marquée, voici les critères d'initiation d'une VNI dans l'insuffisance respiratoire aiguë des BPCO. Pour commencer, choisissons une interface. Il s'agit d'une étape cruciale car une bonne interface épouse bien la forme du visage et prévient les fuites, principal obstacle à la mise en route d'une VNI efficace. Nous adaptons l'interface au visage du patient. Ce geste se fait au mieux à 4 mains avec l'aide de l'infirmier en charge du patient. Voilà, l'interface est bien ajustée. Regardez. Nous pouvons débuter la ventilation. En ce qui concerne les réglages initiaux, restons simples. Commençons par un niveau d'aide inspiratoire pas trop élevé, 8 à 10 cm d'eau. Je choisis 10 cm d'eau. Pour ce qui est de la PEP, la pression téléexpiratoire positive, 4 cm d'eau, c'est un bon compromis. Ni trop faible, ni trop élevé. Moins, on risque de ne pas compenser suffisamment la PEP intrinsèque. Plus, il y a un risque de surdistension. Je ne rentre pas ici dans le détail du réglage du trigger expiratoire. 30% feront l'affaire dans un premier temps. Enfin, la FiO2 doit être réglée de façon à ce que la saturation pulsée en oxygène soit comprise entre 90 et 92%. Ça y est, la VNI est débutée.
Maintenant, le mot-clé, c'est monitoring en anglais, ce qui donne en français surveillance. Le but de la surveillance est de s'assurer que la VNI est efficace et remplit les objectifs attendus. Il va falloir choisir les critères à surveiller. Le premier de ces critères est la fréquence respiratoire. Nous voyons ici qu'elle a diminué de 30 à 23 cycles par minute. D'ailleurs, cette diminution de la fréquence respiratoire s'accompagne d'une diminution du tirage, ce qui suggère que la VNI permet ici de soulager l'effort réalisé par les muscles inspiratoires. Le second de ces critères est le volume courant expiré, le VTE. C'est un critère de surveillance extrêmement important. J'insiste beaucoup là-dessus. Il faut viser un volume courant expiré entre 6 et 8 ml/kg par kilogramme de poids idéal théorique. Là, nous voyons que le volume courant expiré est de 300 ml. Pour un patient adulte mesurant 1,80 m, c'est peu. Il nous faut au minimum 450 ml. Peut-être que les muscles respiratoires sont insuffisamment assistés. Augmentons le niveau d'aide inspiratoire de 10 à 12 cm d'eau. Voilà. Regardons l'écran de surveillance du ventilateur. Nous voyons que le volume courant est maintenant de 350-360 ml. C'est mieux, mais ce n'est pas encore optimal. Regardons si les fuites ne sont pas trop importantes. Les fuites sont un des principaux problèmes rencontrés avec la VNI. Là, les fuites sont estimées à 43%. C'est beaucoup trop. C'est trop. Lutter contre les fuites est essentiel. Commençons par vérifier si l'interface est bien positionnée. Elle a l'air, c'est pas mal. On ne pourra pas faire mieux. Il ne faut surtout pas serrer trop fort car cela occasionnerait des lésions cutanées. Malheureusement, les fuites persistent. À ce stade, il faut probablement changer l'interface. Voici une interface différente. Une des devises de la VNI, c'est à chaque visage, une interface. Voilà, regardez, la nouvelle interface est bien positionnée. Maintenant, regardons ce que nous dit l'écran de surveillance du ventilateur. Le volume courant expiré est maintenant de 460 ml. C'est beaucoup mieux. Notre patient est beaucoup plus confortable. Nous pouvons poursuivre la VNI en toute confiance. Maintenant, notre objectif est atteint. Mais attention, les choses changent rapidement. La surveillance doit rester rapprochée. Dernier point, le confort. Il faut toujours demander au patient s'il est confortable sur le plan respiratoire. C'est ce qu'on appelle la dyspnée. Est-ce que vous avez du mal à respirer? Ce symptôme s'estompe généralement avec la bonne réponse à la VNI. C'est un bon marqueur de tolérance et de succès de la VNI.